Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Selon des chiffres collectés auprès des unités de police, de gendarmerie et même des tribunaux, eh bien, les litiges fonciers sont en passe de devenir la première cause des saisines des tribunaux, des juridictions au Cameroun. Les litiges fonciers débouchent sur des guerres fratricides. Ils sont l'une des causes de l'habitat spontané et finalement des déguerpissements avec leur lot de colère, de misère, de pleurs et surtout d'amertume. Raison, la terre est sollicitée, très sollicitée, notamment dans les villes de Douala et Yaoundé. Mais au-delà de la forte croissance démographique et bien sûr du développement rapide du phénomène urbain, il faut interroger les causes profondes de ces litiges fonciers et finalement questionner les politiques publiques en matière de développement urbain et de l'habitat. L'arsenal, l'encadrement juridique est-il insuffisant? Les structures étatiques comme la SIC, la Société immobilière du Cameroun, la Maïtur, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux ou encore le crédit foncier sont-elles ces structures inopérantes? Qu'y a-t-il à faire pour éviter que la question des terres et des logements ne devienne une source véritable, sérieuse de menace à la paix au Cameroun? Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de 237 Le Débat. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Eh bien, pour débattre ce soir, nous avons convié sur ce plateau des hommes de droit et bien sûr des experts. Je voudrais introduire tout d'abord Maître Bounou. Maître Bounou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir panélistes, bonsoir à vous chez vous, bonsoir Madame, Monsieur. Merci Maître Bounou Boniface d'être venu sur ce plateau. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est exact. Tout à côté de vous, je voudrais introduire Monsieur Logon Amadou. Logon Amadou, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également. Vous êtes, je vais le dire, expert immobilier foncier, mais surtout, je précise que vous êtes architecte aménageur. Vous êtes, il faut peut-être le préciser, en ce moment en fonction comme délégué régional de la Maïtur pour le centre. Et vous connaissez assez bien la ville de Douala, puisque vous avez également travaillé pendant longtemps à Douala comme délégué régional de la Maïtur pour le littoral. C'est bien cela? J'ai même failli être délégué du gouvernement à Douala. C'est peut-être pour ça que je suis parti à Yaoundé. Merci, Monsieur Logon Amadou, d'être venu sur ce plateau. Gabin Babagnac, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être venu. C'est le plaisir, le mien. Vous êtes expert des questions de développement urbain et d'habitat, c'est bien cela? En effet. Avec à votre actif quand même pas mal d'ouvrages concernant les stratégies de développement urbain et de l'habitat. Donc c'est avec un plaisir qu'on écoutera l'analyse que vous ferez sur les questions pour lesquelles on vous a convié sur le plateau 237, le débat ce soir. Je voudrais également introduire ici le délégué départemental du ministère du développement, de l'habitat et du développement urbain, M. Olivier Nougan. Bonsoir. Bonsoir, M. Duval. Merci d'être venu. Merci pour vous. Et je voudrais également préciser qu'avant de passer délégué, vous avez été pendant longtemps chef service de développement de l'habitat et du développement urbain, Ouais. à la même délégation. Beaucoup de vous donner à Douala en fonction dans beaucoup de projets dans la ville de Douala. Et surtout, quand ce moment, on voit au fond, au four, au moulin, sur un certain nombre de questions sur lesquelles on va certainement revenir dans le cadre de cette émission. Madame, Monsieur, dans la deuxième partie de cette émission, après avoir évoqué les questions de droit, notamment de litige foncier, nous allons nous intéresser à la problématique de développement urbain et de l'habitat. Et à ce moment-là, nous allons également recevoir sur ce plateau un expert foncier et immobilier. Nous allons introduire sur ce plateau Jean Aïssi Bessala. Merci une fois de plus de rester à l'écoute de cette émission 237, le débat. Maître Bounou Boniface, peut-on évaluer aujourd'hui la part des litiges fonciers dans l'ensemble des affaires que connaissent les juridictions camerounaises de nos jours? Bien, il est en l'état difficile pour moi, avocat, de vous faire une évaluation exacte du volume du contentieux foncier devant nos juridictions. Peut-être que les experts du ministère de la Justice en charge des questions de statistiques pourront, avec le temps, n'est-ce pas, nous donner des explications, des informations par rapport au volume des contentieux fonciers devant ces juridictions. Mais reste que c'est une question préoccupante. Pour ce qui me concerne, je peux dire, sans trancher la question, que les litiges fonciers
occupe une part importante des rôles de nos audiences. Je pourrais dire que les litiges fonciers occupent au moins 60% des rôles, n'est-ce pas, des audiences des tribunaux de la République. Lorsque vous allez à une audience pénale, en consultant le rôle, vous allez vous rendre compte qu'il y a soit atteinte à la propriété foncière, le déguerpissement, l'escroquerie foncière, le trouble de jouissance, la destruction, tous ces éléments, toutes ces infractions, n'est-ce pas, sont relatives aux questions foncières. Lorsque vous consultez le rôle des audiences civiles, vous voyez très régulièrement les déguerpissements, les expulsions. Lorsque vous faites un tour au tribunal administratif, aujourd'hui, par rapport au volume de contentieux, c'est les annulations de titres fonciers. Donc, c'est dire que les litiges fonciers occupent une part très importante, n'est-ce pas, dans les rôles, n'est-ce pas, devant nos juridictions. Alors, certainement, on va s'étendre là-dessus. Olivier Nougan, Maître Bono a un tout petit peu planté le décor. Vous qui êtes à Douala, vous qui êtes au four Moulin dans la question d'aménagement et développement urbain, il y a deux ou trois mots qui sont revenus, peut-être en attendant qu'ils reviennent dans la définition juridique. On fait très souvent la confusion. C'est quoi lorsqu'on parle d'expulsion? Il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle de déguerpissement, il s'agit de quoi? Est-ce que tout cela, il faut mettre cela dans le panier des litiges fonciers? Il faut bien faire la différence entre expulsion et déguerpissement. Parce que si on se penche sur l'expression littérale, expulsion, on a l'impression de faire partie quelqu'un d'un espace qui ne lui appartient pas, tandis que déguerpissement, ça veut dire qu'on vous pousse à la force à quitter un espace qui appartient à quelqu'un d'autre, beaucoup plus. La plupart du temps, on parle de l'espace qui appartient à l'État. Dans ce cas, souvent qu'on parle de déguerpissement. On a le sentiment quand même que ce phénomène, je veux dire le phénomène litige foncier est beaucoup plus marqué dans la ville de Douala. C'est une impression ou c'est une réalité? Notamment Douala, Yaoundé, les grandes villes en général. Je dirais beaucoup plus que c'est une réalité. Parce qu'on se trouve dans une grande métropole. On a une pression foncière et une croissance, comme vous l'avez signalé tantôt. Une croissance démographique importante. Une croissance démographique et un développement urbain assez rapide. Développement urbain et la culture qui donne des pressions que chacun veut s'approprier ou bien acquérir une parcelle, s'installer, et on assiste beaucoup plus à une installation anarchique en marge des mécanismes réglementaires qui sont mis en place. Ce qui laisse croire un peu à une multiplication des possibilités de litige, parce que les populations ne s'installent pas toujours en respectant les mécanismes que l'État a mis en place. Et on assiste dans ce cas à des revendications d'un camp ou de l'autre, d'où sont ces multiples litiges. Laurent Amadou, parlant des causes de ces litiges fonciers, s'il fallait peut-être hiérarchiser ces causes-là, on commencerait par quoi? Dans l'ensemble, quelles sont les raisons qui justifient cette récurrence des litiges fonciers? Les raisons, je dirais que chacun a sa propre raison. La plupart du temps, nos compatriotes, par définition, fuient la location. Et fuyant la location, se refusent très souvent d'aller procéder par une acquisition normale et régulière. Donc, on se retrouve dans des situations où les gens s'installent en périphérie des villes, très souvent dans des zones non aménagées, et tout cela provient simplement d'un déficit de projection et de programmation, parce que très souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens vont à la lisière de la ville pour s'installer, et plus tard, la vie vient les trouver, et d'où naissent les problèmes, soit parce qu'il s'est installé dans la propriété d'autrui, soit parce que le développement est en train de venir l'atteindre là où il s'est installé. Voilà à peu près, plus ou moins, schématiser les causes. Maître Bono, lorsque vous parcourez les tribunaux et lorsque vous écoutez ces difficultés, je veux dire les affaires qui sont enrôlées ça et là, de votre point de vue, est-ce que c'est lié à l'ignorance? Est-ce que c'est lié à l'incivisme? Ou il y a une proactivité, une proaction du gouvernement qui a manqué quelque part? Les trois à la fois. Les trois sont combinés. Il y a l'incivisme parce que il y a certains concitoyens, n'est-ce pas, qui se refusent sciemment, n'est-ce pas, de se conformer à la procédure
envie d'obtenir, n'est-ce pas, un lopin de terre. Il y a cette catégorie de citoyens. Il y a que les procédures également sont onéreuses. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elles sont onéreuses et ne sont pas à la portée du commun des citoyens. Voyez-vous, un monsieur qui est au port loin d'Oker, qui gagne 50 000 francs le mois et qui vit à Douala. Vous n'allez pas lui demander, n'est-ce pas, de faire descendre une commission consultative qui doit lui coûter au bas mot 400 000 francs, n'est-ce pas, pour constater son exploitation ou son occupation sur un lopin de terre de 200 mètres carrés. Il a peut-être économisé pendant 5-6 ans, je ne sais pas, 400-500 000 francs pour acheter ce lopin de terre. Il faut faire descendre la commission, il faut entretenir les géomètres, il faut, n'est-ce pas, s'occuper des terres, il faut ci, il faut ça. Moi, je pense que le caractère onéreux de la procédure peut être générateur également des litiges fonciers. Vous avez parlé de la proactivité des pouvoirs publics. Je pense que c'est également un facteur très important. Quelqu'un a dit, gouverner, c'est prévoir. Pourquoi laisser les gens d'abord s'installer et venir leur dire, vous ne vous êtes pas conformés à la procédure, eh bien, je vais vous faire partie. Pourquoi laisser les gens s'installer sur les terrains qui ne sont pas immatriculés? Pourquoi laisser les gens s'installer alors qu'ils ne sont pas détenteurs d'un titre foncier pour venir après leur dire, vous allez partir? Je pense que le gouvernement le pouvoir public devrait anticiper pour empêcher, n'est-ce pas, le genre de spectacle que nous avons vécu en combat à Bonabéry. On a laissé des centaines de milliers de familles s'installer pendant plusieurs dizaines d'années pour après venir leur dire, non, vous êtes sur le terrain de la Marzi. On les a laissés faire. On a construit des écoles sur ce terrain. Il y a eu adduction d'eau, c'est l'État. Il y a eu installation de la lumière, c'est l'État du Cameroun. Ces gens payaient la taxe foncière. C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'État était conscient de ce que des gens y étaient installés de façon irrégulière. Mais on les a laissés s'installer. Donc ce facteur également peut être générateur de multiples litiges fonciers. Gamin Bamagnac, quelle est la pertinence de l'analyse que fait Maître Bounou, vous qui travaillez sur les questions de développement urbain de façon globale? Oui, disons que jusqu'ici on est rendu là au constat des causes, je veux dire au constat malheureusement, n'est-ce pas, des conséquences. Il faut aller rechercher dans les causes pour comprendre bien ce qui se passe en réalité. Alors, disons tout simplement que tout ce qu'on vient de dire ici participe de ce qu'on appelle le désordre urbain, n'est-ce pas? Et ce désordre urbain, justement, est la conséquence des insuffisances liées à la gouvernance, de l'absence de la standardisation de modes de vie et enfin, voyez-vous, de quelque chose qui ressemble à, comment dirais-je, à l'absence de visibilité, de lisibilité, n'est-ce pas, de certains citoyens. Parce que, voyez-vous, comme monsieur le disait tout à l'heure, vous êtes à Yaoundé, à Douala, dans les zones urbaines, à forte densité démographique, vous avez un emploi précaire, vous n'avez aucune visibilité sur la projection professionnelle que vous faites de ça. Ce que vous faites, dès que vous avez à taper 1 ou 2 ou 3 millions, vous avez tendance à l'acheter, acquérir un foncier. Et c'est important de dire ici que accéder à la propriété foncière, c'est la manifestation, n'est-ce pas, de l'accession à l'élite, tout au moins à l'élite moyenne, parce que c'est par là que la démonstration est faite de ce qu'on devient quelqu'un de respectable, donc d'une élite. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que quand vous croisez ça avec je dirais pas des imperfections géographiques, vous croisez ça avec une situation qui veut que nous sommes dans un pays où sur le plan géographique, il n'y a pas une répartition qui a une direction directe, n'est-ce pas, avec l'évolution démographique. Je prendrai pour exemple la région de l'Ouest qui représente à peu près 6% des 475 000 km² que comporte le Cameroun. Là-dedans, vous avez donc le département du Noun qui représente 52% de ce foncier. Donc, reste congru, donc, cette autre partie à 48%. Alors, vous allez bien voir qu'aujourd'hui, il y a une montée en termes de sollicitation, n'est-ce pas, de ces gens-là vers les zones urbaines pour une question d'identité, et la meilleure façon, n'est-ce pas, de s'identifier par rapport à sa nation, par rapport à son pays, c'est l'accédant à la profession foncière. Autrement dit, c'est un problème qui est sérieux, qui est important, qui est préoccupant, et les raisons, il faut aller les trouver. Effectivement. Et tout à l'heure, je parlais d'un élément assez important, la standardisation des modes de vie, parce que voyez-vous, comme le disait tout à l'heure, vous voyez, dans une zone urbaine, quelqu'un qui a 50 000, 100 000 francs, il va accéder à la propriété foncière, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va là, très souvent dans des terrains non constructibles, et pour acquérir des terrains à des prix relativement bas, tout au moins en phase avec ses pouvoirs d'achat. Et malheureusement, ces terrains, la plupart du temps, c'est des terrains licités. Quand ils ne sont pas litigieux, ils sont des terrains qui relèvent du domaine national de l'État. Et par conséquent, à un moment donné, ils sont dans une situation, parce qu'il faut remettre en ordre l'équité et la légitimité, ils sont partis pour être expulsés ou alors pour être déguerpis. Olivier Nougan, l'État visiblement interpellé, et vous qui êtes justement au cœur de ces questions-là, à quel niveau situez-vous la responsabilité de la gouvernance par rapport à ces litiges fonciers?
Bon, disons, avant de passer de vous répondre, je dirais que je ne partage pas vraiment toutes ces positions. Une chose est sûre, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas accéder à la propriété foncière en milieu urbain. Parce qu'il faut un minimum de capacité pour s'investir en milieu urbain. Quand vous décidez d'accéder à la propriété, ça suppose un certain nombre de charges et c'est pour cela qu'il est prévu des possibilités de location. Parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Et je dis, en ce sens, l'État a prévu des mécanismes pour ce genre de catégorie de personnes. Il y a une catégorie qui doit accéder à la propriété, une catégorie qui doit accéder au logement, pas à la propriété, plutôt à un logement, pas location. Et je dirais également, Maître Ayou a intervenu tout à l'heure, mais il ne faut pas qu'on mette l'État devant le fait accompli. Ce n'est pas parce que vous avez occupé un espace pendant longtemps que vous allez mettre tout sur le dos de l'État. L'État a prévu des mécanismes pour s'installer de manière réglementaire. Il appartient à chacun de se conformer à ces procédures pour s'installer. Et quand vous accédez à la propriété, ce n'est pas parce que le terrain appartient à l'État que tout le monde peut s'y installer. Je vois mal un propriétaire privé permettre qu'un citoyen, d'où qu'il vienne s'installer sur sa propriété privée sans réagir. Mais quand c'est le cas de l'État, pourquoi est-ce qu'on donne l'impression que l'État a laissé les gens s'installer sur son terrain? Et pour revenir à l'État, je dirais que l'État envisage toutes ces possibilités-là et progressivement est en train de mettre en place des mécanismes sur lesquels nous reviendrons peut-être. Bien évidemment, dans la deuxième partie, nous allons examiner les mesures qui sont initiées par les pouvoirs publics pour répondre à ces questions. Mais, M. Logan Amadou, est-ce que, je veux dire, Maître Bounou a essayé d'expliquer tout à l'heure que la procédure, et que c'est une procédure qui est coûteuse, peut-être même lourde. Est-ce que cela peut donc justifier le fait que fondamentalement il y ait un nombre important de citoyens qui aspirent à être propriétaires, à avoir des parcelles de terrain et qui ont du mal justement à pouvoir remplir ces missions-là, notamment en zone urbaine? À quel niveau se trouvent ces lourdeurs dans la procédure d'acquisition des lots ou des parcelles de terrain? Je commencerai d'abord, Duval, à faire remarquer que l'accès à la propriété est un droit universel et que aspirer à la propriété est tout à fait légitime. Cependant, je voudrais quand même faire remarquer à Maître l'observation tantôt où il disait que quelqu'un qui n'a pas 400, 500 000 à débourser pour le déplacement d'une commission de constat d'évaluation, mais cependant, il a quand même 4-5 millions à pouvoir aller investir. Donc, il court un risque. Donc, mettons sur la balance le poids de son investissement avec le poids de sa démarche formelle pour pouvoir accéder à ce lopin de terre. Je crois que... Il y a un problème de discernement donc. Non, je pense qu'il faut bien que les gens sachent. Mais je dis tout simplement, de ce que je vois, de ce que je sais de mes compatriotes, ils ont simplement le goût du risque. C'est seulement le goût du risque. Et parce qu'ils ont été habitués à voir que bon, quand est-ce qu'on viendra? Donc ils jouent le poker même avec sa propriété. Si je peux investir 3-4 millions là-dedans et qu'on pourra me laisser vivre 4 ans, 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans, il est prêt à courir ce risque. Je pense qu'il faudrait appeler nos compatriotes à savoir qu'il y a des risques qu'ils ne vaillent pas la peine de prendre. Il y a une procédure pour accéder, il vaudrait mieux qu'on s'y conforme et c'est plus simple. Elle n'est même pas simplement liée à l'État. Quand je vais pour m'installer, même là où ils pensent être installés là, dans n'importe quel coin de notre pays, il y a ce qu'on appelle des chefs de bloc, des chefs de quartier, des chefs de village. Et donc, on demande avant de pouvoir s'y établir. Et on revient pour formaliser par la suite. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait voir la chose. Alors, Maître Bounou, pour sortir peut-être de cette question-là, est-ce qu'il y a un problème de votre point de vue? Est-ce que vous avez identifié des insuffisances au niveau de l'arsenal ou de l'encadrement juridique? Oui, mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir tout petit peu en arrière pour dire que moi, personnellement, je n'encourage pas les gens à s'installer de façon anarchique ou de façon irrégulière ou illégale. Ce que je dis, et j'insiste là-dessus, c'est que l'État, les pouvoirs publics devraient
anticiper. Ne pas laisser les gens s'installer pour venir par la suite les déguerpir. Voilà le sens de mon propos. Parce que nous sommes habitués dans cette ville de Douala, qu'on laisse les gens s'installer, on vient percevoir les taxes sur les maisons irrégulièrement construites, ce qui donne le sentiment aux gens qui sont plus ou moins installés. Oui, plus ou moins légalement installés. C'est ce que je recuse de la part des pouvoirs publics. Vous avez tantôt dit que tout le monde ne doit pas avoir une propriété foncière. Moi, c'est la première fois que j'entends ça dans un État. Je crois que la politique devrait être celle qui permettrait, n'est-ce pas, à chaque citoyen de pouvoir se procurer, non pas seulement un logement, mais une propriété. Et je ne sais pas ce qui, n'est-ce pas, empêcherait à ce qu'un État permette à ses citoyens, n'est-ce pas, à chacun de ses citoyens, de pouvoir accéder à une propriété. C'est une question de politique sociale, une politique d'habitat, je pense. Pour revenir... Peut-être avant de revenir, c'est vrai que M. Nougan va prendre la parole tout à l'heure, mais j'ai pu percevoir dans l'analyse qu'il fait tous les citoyens n'ont peut-être pas le droit d'accéder à la propriété foncière, mais tous les citoyens ont le droit au logement. C'est ce que je recuse. C'est un droit. L'accès à la propriété foncière est un droit légitime. Bien sûr. Je parle de la légitimité. C'est un droit légitime. Qu'est-ce qui empêche un État de s'organiser de façon à ce que celui-là, n'est-ce pas, qui gagne 20 000 francs le mois, puisse accéder à une propriété? Qu'on me dise ce qui empêche un État, n'est-ce pas, de dire que vous êtes comment on appelle ça, des déshérités, des défavorisés, vous pouvez, n'est-ce pas, dans X ou Y conditions, n'est-ce pas, accéder à une propriété. D'aucuns diraient que les droits de la main n'ont pas la même taille. Pour vous, on exigerait que vous ne vous installiez pas peut-être dans un quartier, je ne sais pas, comme Bomono ou bien comme Bonabéry. Vous deviez vous installer à Bonapriso où le mètre carré coûte X. Mais certains quartiers, n'est-ce pas, devraient être réservés à certaines couches défavorisées. Nous avons vu les maisons de la SIC. Qui occupe les maisons de la SIC? Il me semble que c'est les cadres de l'administration camerounaise qui sont installés dans les maisons de la SIC. Ceux pour qui ces maisons ont été destinées au départ n'ont pas accès, n'est-ce pas, aux dites maisons. Donc moi je pense que légitimement, logiquement, chaque État devrait pouvoir mettre en place une politique qui permette à ses citoyens d'accéder, non pas seulement au logement, mais à la propriété foncière. Vous allez réagir tout à l'heure sur l'encadrement, l'arsenal juridique. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'insuffisances ou de mesures qui devaient être prises? En préparant cette émission, j'ai jeté un coup d'œil sur le régime foncier domanial, l'ordonnance de 1974. Et j'ai pu lire ceci, vous me corrigez si je me trompe: l'État est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Est-ce que cette disposition du régime foncier domanial n'est pas un tout petit peu interprétée et qui ouvre finalement la porte à toutes sortes de dérives qui sont très souvent entretenues par les autorités administratives? Non. La lecture de cette strophe me donne entièrement raison. L'État devrait assurer une gestion rationnelle de la propriété domaniale. La gestion rationnelle, n'est-ce pas, peut s'entendre, permettre aux coups défavorisés d'accéder à la propriété foncière. Maintenant, vous parlez de l'arsenal juridique, l'encadrement juridique. L'encadrement juridique. Je pense qu'il y a beaucoup de fissures dans l'encadrement juridique. Il n'y a peut-être pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour en parler. Mais je voudrais dire simplement ce qu'on appelle aujourd'hui titre de propriété, le titre foncier. Il n'est pas sécurisé, à mon sens. La loi dit qu'il est inattaquable, intangible et définitif, mais c'est un leurre. C'est un leurre lorsqu'on voit la procédure, n'est-ce pas, qui conduit très souvent à l'obtention du titre foncier. Lequel titre foncier n'est pas sécurisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de procès, de litiges en rapport avec l'annulation des titres fonciers. Oui, oui. J'ai entendu monsieur le délégué tantôt dire dans les coulisses que vous êtes là, vous avez votre titre foncier, mais quelqu'un d'autre a la doublure entre ses mains. Mais il faut penser, n'est-ce pas, à contourner. Il faut penser à faire des titres fonciers comme nos cartes dentaires, que ce soit des titres fonciers, des titres informatisés. Il faut penser à la notion des empreintes sur les titres fonciers. Moi, je pense que c'est des mesures de sécurisation, n'est-ce pas, des titres de propriété dans notre pays. Pourtant, on n'a pas le sentiment, Olivier Nougan, que même en ce qui concerne l'acquisition des titres fonciers, les gens s'y mettent fondamentalement. Et j'ai échangé avec un des responsables de la ville qui traite de ce type de questions. Il me faisait remarquer qu'il n'a pas le sentiment que 5% de la population, notamment à Douala, détient un titre foncier. Je dirais que le titre foncier, c'est une autre difficulté. Une autre grosse difficulté, mais il y a plusieurs procédures pour obtenir un titre foncier. Oui.
vous avez des procédures d'immatriculation directe. Parce qu'il y a entendu le maître tout à l'heure dire que la procédure est coûteuse. Elle n'est pas forcément coûteuse, parce que la procédure d'immatriculation directe n'est pas très coûteuse, tel qu'il le prétend. Il y a des procédures de morcellement. Parce qu'il faut que maître comprenne. Il y a le circuit officiel et le circuit parallèle. Si vous commencez à évaluer le circuit parallèle, nous ne pouvons pas nous engager sur ce chemin-là. Mais nous sommes Camerounais, nous devons parler de camerounité. Si nous commençons à ouvrir le débat du circuit informel, nous parlons de la réalité camerounaise. Les procédures officielles sont définies avec des coûts de procédure bien définis. Et à mon avis, je ne pense pas que ce coût soit tellement élevé. Tout citoyen peut accéder à la propriété. Vous ne vivez pas au Cameroun, me semble-t-il. Nous participons aux procédures d'immatriculation directe. Donc, mais la différence avec... à quel niveau se situe la différence? Parce que là, ils sont vous parler de deux choses différentes. Vous avez parlé d'un circuit formel, d'un circuit informel. Peut-être pour que les téléspectateurs comprennent, le circuit formel c'est lequel et l'informel c'est lequel? Parce que le circuit formel, une immatriculation directe, ça veut dire qu'avant 1974, vous avez mis en valeur et vous faites constater votre mise en valeur qui vous ouvre droit à la propriété sur la parcelle mise en valeur. Mise en valeur. C'est la procédure aussi simple que cela. Ça veut dire qu'il y a confrontation, les voisins s'assurent qu'effectivement vous avez occupé ce site, vous l'avez mis en valeur. Le carton destiné à l'établissement du titre foncier est toujours disponible, quoi. On en trouve toujours. Non, si tu permets, je viens en appui à M. Nougan pour dire tout simplement que la procédure d'immatriculation, qu'est-ce qu'il alourdit? Je pense que c'est nos us et coutumes. Parce que tel qu'il dit, ce que prévoit le régime foncier et domanial, quand il y a la commission, on vous demande un certain nombre de formulaires, de documents à produire, etc. Ça, c'est très léger. Mais notre coutume africaine fait que si vous recevez les gens, vous prenez des dispositions pour les recevoir et les rendre confortablement reçus. Et c'est par là que ça commence à peser sur votre tête. Parce que vous allez faire effectivement un repas, parce que vous avez reçu une dizaine de personnes. Évidemment, ça va coûter. Bon, comme on dit qu'il y a terrain, donc on ne peut pas parler terrain sans avoir parlé vin. Donc vous commencez par préparer les bouteilles. Et puis, comme toute la commission est chapeautée et présidée par un chef de terre communément appelé, le sous-préfet, bon, vous n'allez pas refaire partir le sous-préfet comme ça. C'est normal que vous tiriez un cabri, que vous mettiez derrière la voiture et que vous remettez au chauffeur. Sans compter que chacun des membres va partir aussi avec un coq ou une poule. Qui vous a dit de faire tout ça? Ce n'est pas l'État. C'est pas l'État. C'est pas l'État. Mais qui incarne l'État finalement? Ce n'est pas l'État. Mais ceux qui descendent, c'est qui? Il me semble que c'est l'État. Vous savez, ce qui embête dans ce pays, c'est la duplicité. Nous sommes tous doubles un peu. Vous dites le sous-préfet. Vous n'avez pas dit monsieur X ou monsieur Y. Le sous-préfet, c'est une institution. Absolument. C'est l'État. Et dès lors qu'il prend ses chefs en tant que sous-préfet, eh bien, la procédure est onéreuse et lourde. Alors, est-ce qu'il y a moyen de contourner cela? Oui, écoutez, il faut commencer par rectifier très rapidement un ensemble de choses. Vraiment, je crois même que ce que Maître vient de dire tout à l'heure par rapport à la légitimité, par rapport à l'accès à la propriété foncière, quelque chose d'extrêmement dangereux et qui peut apporter des troubles même sur le plan national. Et c'est ça qui justifie maintenant justement le fait que les gens aillent occuper des endroits non constructibles au nom de ce qu'ils sont camerounais, quand par contre ils ont droit à accéder à la propriété foncière. Ce qui est un droit pour un État qui se respecte, c'est le droit au logement. Mais c'est pas possible. On ne peut pas imaginer que dans un pays que tout le monde accède à la propriété foncière. Mais il faudrait aller, je crois qu'il faut syndiquer la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc. pour qu'on ait suffisamment d'espace par rapport à ça. Donc il faut rectifier ça activement. Ce qu'un État a droit, c'est pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faudrait que les populations aussi soient prédisposées et un mode de comportement quand même qui soit adéquat par rapport à ça. Donc c'est une gageure d'imaginer un État où c'est-à-dire que manger, c'est un droit légitime. Mais encore, il faudra avoir de l'argent pour manger. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce qu'un État doit, c'est l'accès à un logement décent. Et
une organisation urbaine qui fait qu'il y ait une densification de ville, qui prévoit un ensemble de choses qui permettant aux uns et aux autres de s'émouvoir. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans un pays où même dans certaines personnes ici, même dans leur situation géographique de naissance, ils n'ont pas cette capacité d'accéder à la propriété. À plus forte raison quand ils se retrouvent dans zone urbaine ou extra-urbaine. Donc, je ne peux pas laisser dire ça. Il y a je vous ai dit tout à l'heure que les inégalités structurelles font malheureusement à ce que les gens n'ont pas une lisibilité, une visibilité sur leur profil de carrière. Vous êtes à Equinox, vous ne savez pas si Equinox va fermer demain ou après-demain, ce n'est pas que l'État. Donc, par conséquent, quand vous avez fait un business et que vous avez reçu 2-5 millions de francs, vous investissez sur l'acquisition d'un terrain précaire et vous y investissez, vous construisez une maison en fonction de vos possibilités et vous sécurisez votre famille parce que vous n'avez pas vous avez peur, vous n'avez pas une lisibilité sur l'avenir. Donc, c'est une réaction que je dirais légitime. C'est là où il faut puiser, donc justement, il faut aller chercher évidemment la cause de cette situation. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a ce problème de standardisation de mode de vie. Il s'agit de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a fait des études là-dessus, il n'est pas capable, il n'est pas possible pour un Camerounais qui a des revenus inférieurs ou égaux à 200 000 francs d'accéder à une propriété foncière. Ce n'est pas possible. Même par un banquier, quand on vous prend la quantité cessive sur un banquier, vous n'êtes pas en capacité d'accéder à la propriété foncière. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de l'éducation civique qu'on doit apporter aux populations. C'est pour ça que l'État, donc, en lieu et place, doit prévoir un ensemble de mécanismes locatif permettant donc de recevoir ceux qui ont des revenus, comme je disais tout à l'heure, qui sont en deçà, n'est-ce pas, de cette cible. Et ça va être l'objet justement de la deuxième partie de notre émission. Maître, vous permettez pour une seule minute. Oui. Je voudrais quand même dire que j'ai l'impression que je ne me fais pas suffisamment comprendre. Je dis qu'il est possible, dans le cadre d'une redistribution des richesses nationales ou des terres de notre pays, de faire en sorte que chacun puisse, n'est-ce pas, prétendre à une propriété. Non, il faut croiser ça avec les revenus. Il ne s'agit pas de permettre à chacun d'avoir 500 mètres carrés. Vous pouvez vous organiser de façon à ce que les gens aient 100 mètres carrés. Il n'y a que dans notre pays où les gens, n'est-ce pas, viennent en plein Bonapriso, construisent 6 000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. L'État peut intervenir pour réguler. Nous connaissons des pays où l'eau est offerte aux populations gratuitement. Nous connaissons des pays où les citoyens ne payent pas d'électricité. Mais c'est possible, c'est une question de souveraineté. Il n'y a aucun pays au monde où tout le monde a accès à la propriété foncière, oui, malheureusement. Il y a des pays où les gens ne payent pas d'électricité. Oui, mais ça c'est... Nous avons commencé à organiser la copropriété. C'est pas la même chose. C'est possible. C'est possible. On peut faire en sorte que celui qui occupe le rez-de-chaussée ne soit pas le propriétaire du dessus. C'est une question d'organisation. Ne me dites pas que c'est impossible. Il n'y aura jamais suffisamment de terre pour ça. Mais maître, vu comme vous dites là, c'est lui qui occupe le rez-de-chaussée ne soit pas le propriétaire du dessus. Vous rattrapez donc ce que disaient M. Nougan et M. Babagnac. Pas forcément dans la logement. Notion du logement. Je parle de la copropriété. Il y a une loi d'ailleurs sur la copropriété. Oui, mais cette copropriété-là, elle donne la propriété de quoi? Elle vous donne la propriété des planchers. Oui, ce n'est pas la propriété du sol. Pas du tout. Mais vous êtes en attendant propriétaire du plancher, de votre logement. Oui, mais c'est le plancher. C'est le plancher. Attendez. Mais vous êtes propriétaire et non logé. Alors, peut-être, on va peut-être sortir de la question. Ce que je retiens finalement, Maître Bounou, c'est qu'il y a fondamentalement, la question litige foncier occupe une part importante dans les affaires, notamment dans les juridictions. Vous estimez qu'au niveau de l'encadrement juridique, il y a encore une ou deux choses qu'il faut corriger et qu'il faut penser à mettre en place des mécanismes qui donnent la possibilité aux citoyens de pouvoir avoir accès à la propriété foncière. Et vous estimez qu'il est possible, si l'État s'organise et régule normalement, que tout cela soit possible. Alors, on va, sauf si vous avez une ou deux choses à ajouter, on va vous remercier d'être venu sur ce plateau pour nous apporter cet éclairage sur les litiges fonciers, Maître Bounou Boniface. J'espère avoir apporté effectivement cet éclairage à vos téléspectateurs. Merci, en tout cas, vous serez donc, nous allons être rejoints sur ce plateau dans quelques minutes par Aïssi Bessala, qui est expert en évaluation foncière et immobilière. Et là, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette émission qui porte sur les mesures, les mécanismes qui sont imaginés par les pouvoirs publics pour faciliter la tâche des citoyens, notamment en ce qui concerne l'accès au logement. C'est juste derrière cette transition.
été rejoint sur ce plateau par Jean-Aïssé Bessala. Jean-Aïssé Bessala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en évaluation foncière et immobilière et j'aime bien préciser que vous êtes un ex-cadre du Crédit foncier du Cameroun. Tout à fait. Vous avez passé, je crois, 2 décennies. Tout à fait. En occupant des postes assez importants, notamment le poste d'inspecteur au Crédit foncier du Cameroun. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors peut-être un mot à l'entrée sur le débat qui portait tout à l'heure sur les litiges fonciers avant qu'on ne rentre dans les mécanismes mis en place par l'État. Une observation? Je crois que les panélistes sont détails et je crois qu'ils ont dit l'essentiel, sauf qu'ils doivent revenir en arrière. Ce qui se passe maintenant au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et dans d'autres villes, en réalité, c'est la résistance de l'ensemble des populations à l'évolution de notre pays vers une société moderne, réglementée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un bout de temps, lorsque ce qu'on appelle les Blancs, je ne dis pas ça pour être raciste, lorsque les Occidentaux arrivent au Cameroun notamment, ils trouvent qu'il y a une organisation. Chaque groupement humain qui habitait le Cameroun, on peut dire chaque tribu, avait sa façon de gérer les problèmes de la terre. Ici, il y avait des chefs qui étaient les propriétaires de toutes les terres, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient, et leur sujet obéissait. Ailleurs, c'est celui qui est très fort, qui débouche beaucoup plus la forêt, qui en devient propriétaire. Mais les Européens, ils ont dit que mais non, c'est pas possible. Le terrain, c'est un bien. Il peut rentrer dans le circuit industriel et commercial. Donc, ils ont tout fait pour que le terrain devienne un bien commercial, un bien commun. Là, vous êtes dans l'historique de l'évolution du système foncier au Cameroun. C'est ça qui amène tous ces conflits. Maintenant, lorsque beaucoup de gens au Cameroun se rendent compte que la terre, ça peut donner l'argent, ça peut donner quelque chose, ça crée donc l'engouement. Tout le monde va avoir un morceau parce que c'est bien. Or, pour avoir ce morceau, on oublie qu'on ne prend pas ce morceau comme ça. Il faut se le dire. Il faut que les gens comprennent que pour avoir un morceau de terrain à toi, la loi est très claire. L'État, toutes les terres appartiennent à l'État. Donc, mais les individus ou des personnes morales peuvent devenir des propriétaires privés des parcelles du domaine national. À condition, bien évidemment, de remplir les règles en la comme on le disait. C'est là où il y a des difficultés. Ok. Alors, Olivier Mougan, maintenant, pour ce qui concerne, parce qu'on a fait l'état des lieux, on a observé qu'il y a effectivement des difficultés. Ce sont ces difficultés-là d'accès à la propriété foncière, et ainsi de suite, qui sont à l'origine de ces multiples litiges fonciers. Maintenant, sur les mécanismes qui sont mis en place par les pouvoirs publics, je crois qu'on va pas revenir sur les débats de la propriété foncière au logement. On va peut-être évoluer sur la question du logement, le droit au logement. Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures qui ont été imaginées par les pouvoirs publics, que les structures qui ont été mises en place de façon globale fonctionnent de façon optimale? Je voudrais rappeler, il me semble, je peux me tromper, je passe sous le contrôle des experts sur ce plateau, qu'avec le régime foncier domanial de 1964, je veux dire, avec l'ordonnance de 1974, il me semble que c'est après un constat fait selon lequel il y a des difficultés justement d'accès à la propriété foncière, au logement, qu'on a mis en place un certain nombre de structures, je crois la SIC, le Crédit foncier à la maïture, je peux me tromper, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, que ces structures fonctionnent de façon optimale? Je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des structures mises en place par l'État, mais je dirais avec certitude que l'État est résolument engagé vers la maîtrise de son urbanisation et la maîtrise de son sol. Il y a une loi qui n'est pas assez vulgarisée, qui existe depuis 2004. C'est la nouvelle loi sur l'urbanisme, la loi 2004-03 régissant l'urbanisme au Cameroun, qui stipule clairement à son article 2 que l'État du Cameroun, le sol est le patrimoine de toute la nation. L'État et les collectivités en sont les gestionnaires et les garants. Pour revenir sur le propos de Mpsia ici qui revenait dans les traditions, c'est ça qui disait que chacun a sa terre. Désormais, c'est l'État et les collectivités qui gèrent le sol.
Et pour cela, l'État a mis en place des mécanismes qui lui permettent de maîtriser les sols et de satisfaire les besoins des populations à travers de nouvelles procédures qui sont mises en place et qui seront progressivement implémentées. Entre autres mesures, par exemple? Les procédures d'aménagement, les procédures d'acquisition de sols, les procédures de cession de parcelles, les procédures d'acquisition de logements. Qui sont de nature fondamentalement à révolutionner, à répondre à ces difficultés. À répondre à ces difficultés-là. Mais qui seront progressivement mises en place, auxquelles il faudra désormais s'accommoder. Alors, Laurent Amadou, vous êtes aussi expert en foncier immobilier, même si vous êtes davantage sur ce plateau sur la casquette d'aménageur, d'architecte aménageur. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes membre du bureau de l'association, de la Société des architectes. L'Ordre des architectes, merci. Est-ce que j'ai pris tout à l'heure le triptyque, je ne sais pas si vous dites triptyque ou trilogie, crédit foncier, Mahétur, SIC. Est-ce que vous avez l'impression que les missions qui ont été confiées à ces structures au départ pour résoudre certainement les problèmes qui ont été évoqués sont remplies de façon optimale? Bon, je pense que quand on parle de mission, dans l'armée, on dit une mission, des moyens. Mais je crois que dans la vie, il faut aussi se dire une mission, des moyens, mais également dans un laps de temps bien défini. Donc, il faut bien cerner cela. La triptyque SIC, Mahétur, crédit foncier, fonctionne-t-elle, ne fonctionne-t-elle pas? Je n'en sais rien. Je vous dirai tout simplement ici, effectivement, que je n'ai aucun mandat pour parler au nom de la Mahétur, mais je peux vous dire de ce que je sais, plus ou moins en tant que citoyen dans la République, ces institutions-là, tout au moins leur mariage a fonctionné pour la première mission qui leur avait été commandée. Parce que l'État a commandé à la SIC et à la Mahétur et au crédit foncier de réaliser un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, les Camerounais sont capables de le percevoir. À Douala, nous avons ce que nous appelons toute la cité Douala Nord. Donc, Makepe, Bonamoussadi, Koto, Lokpom. Pour Yaoundé, nous avons tout Yaoundé Sud-Ouest, Biemassi et Toukebe, Mendon. Donc, nous voyons tout à fait les réalisations de ces institutions-là. C'était basé sur quoi? Il y avait le financement qui venait du crédit foncier, mais c'est un financement à double échelle, c'est-à-dire on finance tant les aménagements que les acquéreurs des parcelles et des logements. Donc, il y avait un financement. Ensuite, la Mahétur perçoit cela et aménage. Et ce qui est aménagé, 50% est mis à la disposition de la SIC, Société immobilière du Cameroun, pour faire des logements, et 50 autres % des parcelles aménagées est mise en vente au profit du public. Voilà comment cela a fonctionné. Et quand nous regardons aujourd'hui, et cela se traduit de manière tout à fait certaine quand nous voyons les progressions des titres fonciers qui sont réalisés dans les conservations Fundi C pour ce qui est de Yaoundé, parce que depuis un certain temps, depuis 2 ans, elles ont été scindées en 3 conservations. Fundi C est essentiellement basé sur Yaoundé 3e et Yaoundé 6e. C'est la zone où l'opération, la trilogie avait fonctionné. Et donc jusqu'ici, on arrive à délivrer des titres de foncier. Ils sont dans des proportions de 1200 à 1500 titres fonciers depuis que les 3 conservations existent, donc depuis 2 ans. Ce n'est pas terrible. Si vous faites une moyenne, oui peut-être, mais allez voir les autres conservations voisines. Elles ne sont pas à 50. Hein. Donc, je parlais de Yaoundé. Vous êtes à peu près à 700 là. Si vous revenez sur Douala 3e et Douala 5e, qui est donc la conservation B, ici, elle est dans des proportions de 1800 à 2000 depuis 2 ans. Donc, vous avez une moyenne de 1000 titres fonciers là. Si vous regardez au-delà de cela, maintenant vous allez à Yaoundé, 1er, 2e, 4e et 7e, qu'est-ce qu'il y en est? Je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Vous revenez sur Douala, vous regardez
Douala premier, Douala deuxième, Douala sixième, je ne suis pas sûr également que vous allez avoir dans les mêmes performances. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que la ville a été structurée, aménagée, et elle devient beaucoup plus digeste et plus lisible dans ces coins-là. Donc, on reconnaît quand même la main d'un praticien qui est arrivé à tracer et à organiser la ville. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Yves Sibessala, que, sur l'analyse que fait Logan Amadou, on remarque, ce que j'ai retenu entre autres, dans les chiffres indiqués, on est dans l'ordre de 1000 titres fonciers par an. On a l'impression quand même que c'est une moyenne qui est relativement faible. À quoi peut être due cette difficulté? Je veux dire que on n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup d'enthousiasme chez les populations à vouloir rentrer dans cette procédure pour obtenir les terrains de façon légale? Non, disons, moi je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. C'est un débat que j'ai eu avec l'expert Babagnac ici. Il y a eu relâchement. Parce que au début, ces trois organismes avaient bien suivi le programme que l'État leur avait assigné. Je crois que nous avons eu un débat ici sur la notion de logements sociaux. Les deux anciens premiers ministres, que ce soit le président de la République actuelle et Bello Boba, avaient signé des textes pour décliquer ce que c'est qu'un logement social. Ça a trait à la façon de construire et aux revenus de ceux qui ont droit. Ces textes ont été oubliés. J'ai comme impression que la crise, les différentes crises économiques ont empêché ces trois institutions. Non, ici, disons, pas oubliés, parce que de la plume du Premier ministre encore Inoni Ephraim, donc en 2008, les textes ont été actualisés. Il y a un texte, d'ailleurs une panoplie de textes qui ont été sortis sous la plume du Premier ministre Inoni Ephraim. Donc, ils n'ont pas oublié. Dans ce cas, ces nouveaux textes actualisés ont été appliqués où? Dans quel coin du Cameroun de Douala? Oui, puisque vous aimez, moi j'aime la confrontation, hein. Lorsque vous développez, on vous laisse aller jusqu'au bout. Dès que tu me coupes, ça ne va pas. Ça a été donc actualisé et appliqué où? Oui, écoutez, vraiment, on va pas. C'est pas un débat sur les textes. Hein. Je peux vous dire qu'au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays bien loti en matière de textes et de règlements. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'opérationnalisation des politiques publiques. Et en cela, il faut faire référence aux statistiques. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'habitants. Le Cameroun connaît aujourd'hui un déficit en logement de 1 230 000 unités. Il y a un institut institutionnel qu'on a mis en place pour faciliter l'accès à la propriété foncière au logement social. C'est la SIC pour la réalisation, la fabrication du logement, c'est la maïture pour l'aménagement et le crédit foncier pour le financement. Alors au jour d'aujourd'hui, la SIC, s'il vous plaît, plus de 50 ans après, n'a conçu que 11 000 logements à peine. Voilà les statistiques, c'est bête et méchant. La maïture représentée ici d'une manière ou d'une autre n'a aménagé qu'à peine 10 000 parcelles de terrain depuis sa création. Le crédit foncier n'a financé qu'à peine 300 milliards de francs, n'est-ce pas, pour l'accès à la propriété foncière aujourd'hui. Et je vous rappelle que pour ces institutions qui reçoivent à peu près 2 milliards de francs par mois de trésor public, qui relèvent, n'est-ce pas, du dégraissement des salariés du secteur privé, du secteur formel, on peut dire qu'il y a un problème. Hein, il y a un problème, c'est-à-dire que ces trois institutions... Et tel que vous expliquez, le problème ne se situe pas au niveau des moyens financiers. Non, je suis en train de vous dire que je parlais tout à l'heure d'insuffisance. Moi, je parle des institutions au niveau des politiques publiques. À côté de ça, il faut dire que ces institutions n'ont pas rempli leur mission. On ne va pas se cacher là-dedans. Elles n'ont pas rempli. Maintenant, on peut questionner, on peut savoir, on peut chercher le savoir pour les moyens. Pourquoi elles n'ont pas accompli leur maison. La première chose à dire, c'est que je crois qu'elles n'ont pas suffisamment perçu l'impact qu'elle devait apporter sur le développement humain, véritablement. Parce que, voyez-vous, quand on est travailleur du secteur formel, quand on a cotisé 30 ans, 40 ans au crédit foncier, et qu'à un moment donné, on va à la retraite sans avoir bénéficié, n'est-ce pas,
d'une facilitation par rapport à cette élection. On se pose des questions en tant que citoyen. C'est pas pour dire que tout le monde a droit, c'est un impôt, hein, le dégrèvement salaire par rapport au crédit foncier. Mais il y a quand même qu'on se pose la question de savoir, nom de Dieu, pour votre information, le crédit foncier au jour d'aujourd'hui a reçu plus de 1800 milliards de francs CFA depuis sa création, relevant, n'est-ce pas, des dégraissements salariaux. La question, c'est de dire, de mettre en négociation ces encaissements par rapport à ce qui a été réalisé. Voyez-vous? Donc, tout est là-dedans. Et à ce niveau, commençons par cet exemple-là. À ce niveau, de votre point de vue, à quel niveau se trouve fondamentalement la difficulté? Est-ce que c'est l'ignorance des populations qui ne savent pas, par exemple, qu'elles doivent solliciter ces crédits d'une façon ou d'une autre pour obtenir ces financements et obtenir ces logements? Ou bien le problème se trouve au niveau de l'État qui a du mal, après avoir collecté, à redistribuer, à reverser? Où se trouve la difficulté? Un indicateur très important pour comprendre quelles sont les différences en matière de gouvernance. Je vous rappelle qu'il y a un programme qui a été lancé en 2009 par le chef d'État, dont je suis le maître d'œuvre, le programme gouvernemental de 10 000 logements et d'aménagement de 50 000 parcelles. On n'a jamais épilogué sur ce projet, mais si vous avez le temps, je peux vous dire quel est le contenu économique et politique de ce projet. Bref, toujours est-il qu'il y a ce programme qui a été lancé il y a 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peine 300 ou 400 logements sur les 2 sites. Et les 25 milliards alloués à ce programme pilote de 1676 logements est épuisé. Cet argent est épuisé. Aujourd'hui, techniquement, je mets à défi tout le monde. Allez sur ces 2 sites, vous n'allez pas faire une évaluation de plus de 4 milliards. Ça veut dire quand même qu'il y a 20 milliards qui se baladent quelque part entre les poches des gens. Il faut le dire fondamentalement. Et je suis en train de vous dire que tout est là-dedans. Donc voilà un indicateur qui montre bien qu'il n'y a pas une volonté d'instrumentaliser la volonté du chef de l'État, parce que c'est quand même son projet. Donc ça veut dire qu'il y a au moins... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Babagnac de ce côté-là. Prenons le programme 10 000 logements, 50 000 parcelles. C'est vrai, il y a eu 25 milliards qui sont sortis aujourd'hui. Certes, en tant que, je dirais, politique, celui qui sort les 25 milliards devrait s'attendre à avoir peut-être 25 000 ou 15 000, tout au moins, logements pour lesquels il peut ouvrir et donner accès à un certain nombre d'occupants. Mais, si vous vous mettez dans la situation d'un promoteur, les 25 milliards ne sont pas calibrés pour produire ces logements-là. Non, écoutez, monsieur... Ces logements étaient programmés pour une facture au-delà de cela. Au-delà de cela. Et combien on a eu à sortir? On a sorti même pas 50% de ce qu'il fallait. Ça veut dire que le travail fait en amont a été un Donc petit peu faussé. aujourd'hui, il y a de la défaillance. Okay. Il y a de la défaillance. Si aujourd'hui, il y a des logements qui sont construits et on n'arrive pas à y accéder, c'est parce que un certain nombre de choses qui devraient être faites en amont ne l'ont pas été. Lesquels? Aménageons le site, amenons l'eau, amenons l'électricité, accédons même sur le site. Tout cela n'a pas été fait. Et ça demande de l'argent. Ce n'est pas en levant le petit doigt comme ça que les Camerounais vont y aller. Donc, comme il y avait une instruction du Premier ministre chef du gouvernement, loger l'argent, la SIC construisait, la SIC, en tant qu'instrument de l'État, c'est exécuté. Moralité, nous avons des logements, mais qui ne peuvent pas être occupés. Combien de logements pas être qui ne peuvent pas être occupés et habités? Vous savez, moi je vous en prie, je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses. C'est même une insulte à l'État du Cameroun pour dire qu'on ne sait pas implémenter les politiques publiques, les programmes de développement. Je suis en train de vous dire que c'est un projet qui a été minutieusement pensé, pour lesquels les acteurs de l'opération nationale ont failli tout simplement. Bon, ça veut dire que... S'il vous plaît, c'est très important. Ça veut dire que là, il faut peut-être citer les téléspectateurs, ça veut dire que la difficulté se trouve au niveau, je dis, pour vous, vous estimez que le projet a été bien monté, mais que c'est dans l'implémentation qu'on a, que tout est faussé. Tout à fait. Mais pour M. Levan-Amadou, la difficulté, c'est que le travail a été fait, mais qu'il y a eu des défaillances dans le projet, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les logements sont là, mais il y a un problème d'accès au logement. Monsieur Duval, je vous dis, 25 milliards, 1676 logements. On peut comprendre qu'il y ait des problèmes, mais produisons au moins 1000, on comprendrait, 1676 logements pour 25 milliards. Vous savez que c'est l'argent du contribuable. Je suis en train de vous dire une chose, et je ne peux pas laisser dire des choses ici pour quelqu'un qui est de la maïture. La maïture, dans cette activité, dans la programmation, a fait son travail. Elle a cédé les sites.
Certes, il n'y avait pas d'eau et d'électricité, mais c'est que je pouvais voir. Il y a à Maran Bakoko et à Doha, il y a des sites qui ont été cédés pour ce projet. Il restait aux 44 entreprises sollicitées par André Agré de réaliser ces 1676 logements. Et ça relevait d'une étude où le mètre carré dépassait près de 550 000 francs le mètre carré de réalisation. Hors taxe. Maintenant, je suis en train de... S'il vous plaît, il y a des Camerounais qui nous écoutent, il faut apprendre à dire les choses telles quelles. On ne peut pas vous donner 25 milliards pour qu'on réalise 1167 logements et vous n'arrivez pas à en faire 500. Bon, alors... Et vous venez dans un plateau dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu un dispositif permettant d'être efficace dans ce domaine-là. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, c'est facile ce que je dis. Il se passe tout simplement que le chef d'État a voulu que les Camerounais accèdent à la propriété foncière à travers l'aménagement de 50 000 parcelles, accèdent à des logements décent à travers la construction des 10 000 logements. Malheureusement, 5 ans après, le financement qui a été alloué est épuisé et il n'y a pas ces logements en place. Alors, on va pas tirer longtemps sur la question. Il faudrait essayer de recentrer avant de repasser ce point. Je pense que le premier programme qui a été lancé pour les logements sociaux a connu des dérapages et qui ont été suffisamment recentrés par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Il a eu à le préciser. Vous ne pouvez pas faire des logements sociaux avec des chambres de 17 mètres carrés. Ça, ce n'est pas dans le social. Avec des taux de finition, avec des baignoires dans les chambres. Donc, d'où le problème de la structuration du projet. Ça, a été recentré et actuellement, nous assistons à des logements sociaux qui sont produits par les Chinois, qui sont effectivement des logements sociaux. Et le ministre l'a largement expliqué là, largement étendu sur ce sujet. Il dit qu'à terme, nous arriverons effectivement à des logements sociaux qui seront à la portée des logements sociaux, c'est-à-dire dans l'ordre de 8 à 12 millions un appartement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il a été établi que ces logements ne pourront pas coûter moins de 18 millions, ceux qui nous sont livrés actuellement. Parce que ce n'est pas dans le social. Si votre ministre vous écoute, vous allez avoir des problèmes. Monsieur Duval, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas tenir. Quand je dis du logement social, il faut donc définir qu'est-ce qui est social. Ce n'est pas la qualité des personnes qui viennent rentrer. C'est social à partir du moment où, quand je le réalise, il y a une part de l'État à l'intérieur qui permettent qu'un certain nombre de gens peuvent accéder avec des prix préférentiels. Donc, quel peut être le concours de l'État? L'État va concourir en mettant à la disposition du terrain. Il va concourir en mettant à la disposition un certain nombre de réseaux. La route, l'eau, l'électricité. Ça là, il faudrait bien que quelqu'un d'autre le porte. Parce que pourquoi? C'est lui qui va acquérir son logement en Baga Bakoko. Aujourd'hui, on va lui facturer l'amener, donc la route, l'eau, l'électricité. Il est autant citoyen de la ville de Douala que celui qui est à Bonanjo, qui ne paye même pas un radis alors qu'il a devant lui la route goudronnée, l'eau, l'électricité. Ils sont tous des Camerounais. Pourquoi voudrez-vous imputer à celui qui va à Mbanga Bakoko le coût de la route qui passe devant sa maison et ne pas l'imputer à celui qui est à Bonanjo? De quoi on C'est parle tous des Camerounais. Je reviens. Tantôt, M. Nungan parlait des produits des logements de l'ordre de 8, même 10 millions. Je dis qu'on n'aura pas des logements de 10 millions à cette vitesse-là. Ou alors, ce seraient des logements de 30 millions, mais qui auront été supportés par ailleurs, par une puissance autre qui va permettre que le logement, et bien qu'ayant coûté 30 millions, qu'il accède, que M. Aïssi, mon voisin, vienne avec ses 10 millions prendre une part de logement. Je prends un exemple. Nous avons eu le programme triennal, SIC, Maïtur Crédit Foncier. Un logement de 3 chambres à l'époque coûtait 12 millions et demi. Si nous regardons le même logement à la date d'aujourd'hui où nous parlons, il va coûter sensiblement 3 fois sa valeur d'hier. Pourquoi? Parce que entre sa mise en vente en 82 ou 84, il n'y avait pas eu d'évaluation. 96 ou 94, il y a eu d'évaluation. Donc, de 12 millions et demi, je passe à 2 fois. Je suis pratiquement à 25 millions. À cette date-là, il n'y avait pas de TVA. Si pour construire, pour aller simple, je dis 20%, donc le 5e, tu vas prendre 25, le 5e, 5 millions. Tu es déjà à 30. Ces produits-là ont été mis en vente sans qu'on ait facturé à l'acquéreur le prix du terrain,
et des aménagements. Parce que l'État a mis de l'argent, la Maïture a aménagé et elle a mis à la disposition de la SIC. La SIC ayant pris ces parties-là, elle a construit sans avoir eu à répercuter à l'acquéreur le coût du terrain et le coût des aménagements. Si je dis que le coût du terrain est égal au coût de l'aménagement, je prendrai sensiblement une histoire de 2 fois 4 millions. Donc, du coup, je me retrouve dans des proportions de 38 millions. 38 millions, c'est pratiquement 3 fois la valeur de 12 millions et demi que j'annonçais. Or, il y a eu quoi? Un gap de 30 ans. Donc, en 30 ans, mon logement a coûté 3 fois sa valeur. Voilà la situation. Jean, essayé ça. Non, c'est pour essayer parce qu'il faut revenir à la définition. Je voulais aider qu'on sorte de cette discussion qui est fondamentale, c'est vrai, mais il y a quand même une porte de sortie. Je prendrais l'exemple à l'époque de Yaoundé. Il y avait un maire qui s'appelait André Foura. Il a fait Essos Mimboman. Comment? C'était la forêt, c'était la brousse. Il a pris que des engins qui ont tracé des routes qui n'étaient pas bien faites. Et il a permis que les gens qui étaient à la briqueterie ou dans d'autres sous-quartiers y aillent. Que chacun se débrouille à prendre l'eau et l'électricité pour amener chez lui. Voilà un plan qui peut facilement aider, qui peut facilement faire que l'État aide un nombre important de Camerounais à accéder à un logement sain. Donc, les bagarres des chiffres là, c'est absolument vrai. Parce que c'est que le gars ne dit pas. Moi, j'ai acheté un lot à la Maïture, à la cité des Palmiers. J'ai bénéficié, la communauté urbaine ne prenait pas les... C'était 2000 francs pour avoir le... Il y a combien de temps? Dans la même période. Non, ça veut dire que vous le rejoignez dans la liste. Non, ça veut dire que je vais chuter par là. Tant que le problème de terrain, des logements reste dans le sac, disons, du libéralisme, du capitalisme, ce sera très difficile. Il faut que l'État essaie de diminuer la part du libéralisme, du capitalisme. Là-dedans, ça va marcher. Et là, on est dans les solutions. Olivier Nougan. Disons que, pour revenir au logement social, le logement social se fait avec l'appui de l'État. Toujours. C'est-à-dire, même les logements sociaux actuellement qui sont mis en vente, c'est avec l'appui de l'État. Le coût réel, ce n'est pas celui du coût de vente, parce qu'il est subventionné par l'État. Ça veut dire quand l'État prend celui et dit, je m'arrange à mettre des logements qui vont coûter entre 10 et 12 millions, ça veut dire qu'il supporte une part de ce coût-là. C'est-à-dire pour permettre à la plus grande partie de la population. Autrement dit, les chiffres qu'il donne, c'est les chiffres qui doivent être réels. Mais maintenant, il y a des subventions de l'État qui peuvent ramener à ces coûts que vous évoquez. C'est une volonté politique. Le coût de loyer à la SIC, c'est combien? Oui, mais qui est aujourd'hui à la SIC? C'est une volonté politique. Mais de qui garder ce aussi à la SIC? N'entrons pas dans cet autre débat. Parce que sinon, on reviendra au problème de procédure d'acquisition de terrain aujourd'hui. Mais c'est une volonté de l'État de dire je ne veux pas augmenter le coût de loyer qui date de l'époque. Ces prix sont maintenus. Mais je dirais l'État a trouvé d'autres mécanismes pour accéder. Parce qu'il y a des promoteurs immobiliers, on parlait tout à l'heure de la GEPTIC, il y a des promoteurs immobiliers qui ont un mécanisme mis en place que l'État accompagne dans la mise en œuvre des logements sociaux à travers des procédures d'aménagement. Il y a des constructions de logements toujours mis en œuvre par l'État et nous arriverons tout à l'heure à ces nouvelles procédures qui sont mises en place par l'État pour atteindre ces objectifs. Et je pense que là, nous pourrons rentrer beaucoup plus en détail dans... Alors, Gavagnac, on va peut-être pas revenir sur les procédures ou bien sur les textes. Est-ce qu'il y a un débat que les gens semblent éviter là tout à l'heure? Quelqu'un d'ailleurs a évoqué cela et puis a dit non, on ne va pas y revenir. Mais il me semble que c'est important puisque si on parle de la problématique du logement, de façon globale, il faut qu'on sache qui a droit au logement, comment ces logements sont acquis. La question donc que je voudrais poser, est-ce qu'au-delà des politiques ou des mesures qui sont mises en place et de leur implémentation, il n'y a pas également la question fondamentale de l'acquisition? Je pose la question parce que quelqu'un a évoqué tout à l'heure et a dit qui est dans les canciques aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi? Oui, disons tout simplement que, voyez-vous, les politiques publiques au Cameroun sont élaborées sans qu'on ne se pose les bonnes questions de leur élaboration. C'est-à-dire que l'opportunité même de réaliser ces politiques publiques. Voyez-vous,
pour fabriquer un lotissement, un lot, pour fabriquer un logement social, il faut déjà identifier la cible bénéficiaire. Ça veut dire qu'il faut l'analyser. Savoir son pouvoir d'achat et fabriquer donc un lot ou alors un logement en phase avec ses capacités posées. Et aujourd'hui, j'ai la chance, je suis content d'avoir des techniciens ici. Un technicien est en capacité de fabriquer un logement en fonction du pouvoir d'achat d'un individu, à des proportions bien gardées. Moi, j'entends dire les gens à la maïture, j'ai rédigé une manière de procédure pour la maïture, et ce qui a aujourd'hui à revaloriser un peu cette structure, parce qu'aujourd'hui, elle a des équipements qui permettent, n'est-ce pas, de réaliser eux-mêmes leur territoire et passer de marché. Aujourd'hui, ils ont 30% des bénéfices qu'ils font dans la maïture. On n'est pas obligé de mettre de l'enrobé dans un lotissement où on va vendre les logements à 10 millions de francs. C'est pas possible, ça. On met une voie d'accès et des équipements adéquats à cette démarche-là. Pour revenir à la démarche, je dis que les défaillances des politiques publiques, c'est qu'on ne se pose pas, on ne questionne pas la cible. Les politiques publiques, c'est répondre à 4 questions. Qui, comment, avec qui, dans quelles conditions et au profit de qui. Et quand on a dit au profit de qui, il faut savoir qui cette personne a été, ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite devenir. À partir de ce moment-là, vous fabriquez des politiques publiques qui sont en adéquation avec les volontés, les désirata des populations. Donc, voyez-vous, tout ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est justement sans tenir compte de cette démarche. Est-ce que vous prenez en compte la question des moyens? Oui, mais c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que, notamment les moyens financiers. S'il vous plaît. Je tiens à vous rappeler que l'idée même de produire des logements sociaux, c'est une volonté politique. Ça veut dire que le politicien a une lisibilité sur ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il a une cible qu'il veut encourager, qu'il veut faciliter. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je recuse. Vous allez continuer, je vous explique. Il y a ici Jean Bessaret tout à l'heure qui a évoqué, lorsqu'on parlait des difficultés, il a souligné la difficulté financière. Il a parlé par exemple de la crise économique qui est intervenue à un moment donné et qui certainement a réduit les moyens de l'État. Oui. Ce premier aspect. Oui. Le deuxième aspect, c'est sur les moyens, je veux dire quoi, les matériaux même qui sont utilisés. Est-ce qu'il n'y a pas toujours dans l'analyse de ces mesures-là, est-ce qu'il ne faut pas penser par exemple à valoriser les matériaux locaux qui pourraient être pris en compte, dont la prise en compte permettrait par exemple de réduire les coûts et d'arriver à des proportions acceptables? Tout à fait. Voyez-vous, un logement social par définition, c'est un logement économique, il est moins cher. Parce que l'État a impacté son action sur la fabrication et l'État s'organise pour que les critères d'éligibilité à celui qui doit bénéficier de ce logement soient des critères qui soient définis et qui vont vers la cible fondamentalement. La difficulté chez nous, c'est que le logement social va avec celui qui ne le mérite pas fondamentalement. Et là, je reviens à la question, ça pose un problème d'éthique et de valeur. C'est-à-dire que, voyez-vous, un lot ou un logement social est fabriqué avec l'argent du contribuable. Pour que moi, qui n'ai pas bénéficié d'un logement social, d'un lot, j'accepte qu'on mette une partie de l'argent de mon pays pour aller faciliter l'accès à la propriété foncière d'un individu. Il faudrait bien qu'on me justifie que ce monsieur est précaire. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. D'où l'identification de la cible. C'est pour ça que je parlais de problème de gouvernance en ce moment. Okay. C'est-à-dire que le problème, au-delà du déficit en logement, il y a un problème dans ce pays, c'est que l'existant n'est pas exploité de façon efficiente. Qui profite d'un lot maïture? Qui profite d'un lot SIC, d'un logement SIC? Comment ça s'organise la fabrication de logements? Tout à l'heure, il y a des explications qu'on apporte. Moi, je dis... Mais sur ces questions, comment on peut régler cette affaire-là? Parce que là, il semble que vous posez de façon sous-jacente la question de la gouvernance. Effectivement. Je suis en train de vous dire que fabriquer une infrastructure d'utilité publique répond à 4 questions qu'il faut se poser. C'est très important. Comment, avec qui, dans quelles conditions, au profit de qui? Je dis, aujourd'hui, il y a des investissements qui au ministère de l'Habitat, etc., qui sont développés, pour lesquels on peut se poser la question d'opportunité. Sortons un peu du logement. Aujourd'hui, il y a un projet de réalisation de l'autoroute Yaoundé-Simalène. C'est-à-dire que le monsieur qui n'a pas de l'eau, de l'électricité à Yaoundé, qui reste 1 mois, 2 mois sans électricité, sans eau, peut se poser la question d'opportunité de la réalisation de cette infrastructure qui n'est pas mauvaise du point de vue technique, mais en réalité, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui rapporte? C'est-à-dire que non, la question se dit combien de personnes vont à Simalène? Qui est en capacité d'exploiter cette route pendant que je n'ai pas l'eau et l'électricité et pendant que les voiries locales... Non, je dis, c'est ça les politiques publiques. Oui. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que ce qui intéresse le fabricant des politiques publiques, c'est la cible. L'échelle des priorités. Alors, Olivier Nougan, il y a une question à laquelle vous souhaitez certainement pas répondre, parce que vous avez évoqué, et vous l'avez balayé d'un revers de la main vous-même. Qui occupe les consignes? Est-ce qu'en répondant à cette question-là, on ne pourrait pas permettre de dénouer un tout petit peu, je veux dire quoi, ces difficultés-là? Parce qu'on parle de logements sociaux,
les camps sikhs, au départ, il faut se souvenir que c'était pour une catégorie de personnes précises. Est-ce que ceux pour qui on a conçu ces camps sont effectivement ceux qui les occupent? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de résoudre ce problème-là et qui pourrait permettre de régler de façon globale la question de logement? Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question, parce que là, il faudrait beaucoup plus poser cette question. À cette question par une autre question. Le parc logement SIC, même, il est de combien? Voilà. Même si tu vis tous ceux qui occupent aujourd'hui du Val, tu vas dire que bon, les précaires tels que les appelait M. Babagnac venaient entrer, ils vont entrer, mais tu auras fait quoi? Ça aura éliminé peut-être un ou deux litiges fonciers quelque part, et réserver la paix sociale. 11 000 logements, on ne sait pas. 11 000 logements, tous ne sont pas en location. Il y a déjà une bonne partie qui est partie en location. Tout à fait. En effet, 60% à peu près sont... Non, le problème, il faut le voir dans sa globalité. Disons que l'État s'est engagé dans une résolution globale de ce problème, par la maîtrise de l'urbanisation. Aujourd'hui, l'État est résolument engagé vers la planification de sa ville. Planification, ça veut dire une prise en compte globale des problèmes et les résoudre progressivement. Disons qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à résoudre tous les problèmes de logement. Mais progressivement... C'est un discours qu'on tient depuis 20 ans. Mais il faut peut-être qu'on sente quand même, justement, l'approche dans l'évolution, que quelque chose avance. Les choses avancent, effectivement. Le développement est factif. On ne le déclare pas. Ce n'est pas un décret. On doit vivre le développement. Effectivement, les choses avancent. Peut-être ça ne se perçoit pas encore directement, mais les choses avancent. Vous avez une ville de loi là qui est déjà planifiée et progressivement, elle va se mettre en place. Les populations ne perçoivent pas encore effectivement que c'est en place. Vous voulez dire qu'une ville de loi qui a un plan de planification, quand vous dites déjà planifié, ça il faut attendre beaucoup d'années. Il y a un plan de planification voilà, exactement. Est en train d'être mis en œuvre progressivement. Jean Sibessala, vous, excusez-moi, vous êtes quand même un ancien cadre du Crédit Foncier. Tout à fait. Peut-être c'est pas pour demander de répondre je sais pas aux critiques qui ont été adressées contre le Crédit Foncier, mais de façon globale. Est-ce que ces questions de collecte ou peut-être de financement, est-ce qu'elle n'est pas un tout petit peu, paranormal? Non, moi je ne sais pas. Moi je pense que le Crédit Foncier, s'il n'existait pas, il a fallu l'inventer, même jusqu'à demain. Parce que, comme vous voyez, moi, j'ai bénéficié du Crédit Foncier pour avoir un logement décent. Voilà. Maintenant, j'ai 5 enfants qui sont déjà des adultes. Je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir leur logement. Donc, il faut toujours qu'il y ait un Crédit Foncier opérationnel. Il faut toujours qu'il y ait la maïture. Mais le problème qu'on essaye d'éviter, c'est que les projets collectifs, vous croyez que le Cameroun, qui est un pays de liberté, peut obliger les Camerounais à habiter les mêmes maisons qui se ressemblent partout? Très difficile. Regardez les maisons de la maïture. Non, ça c'est très sérieux. Hein. J'avais lu une étude qui avait précédé la création du Crédit Foncier. Le gouvernement avait envoyé les gens en Égypte, dans beaucoup de pays, pour voir comment ça se passe. Vous ne pouvez pas mettre les gens dans les maisons dont ils ne se sentent pas à l'aise. Ils vont tout faire, soit pour les refuser, soit pour les former. Regardez maintenant, vous prenez n'importe quel cancique, n'importe cité des palmiers, mais c'est chacun qui modifie, parce que la maïture avait créé un grand service d'urbanisme, non, d'architecture, qui faisait des dossiers techniques. Tu choisis que je veux plan numéro 6. Tu pars, tu viens, tu dois l'appliquer. Et c'était rigoureux. La maîture veillait à l'implantation. Tu devais réaliser le plan que tu as choisi qui coûtait moins cher. Aucun client aujourd'hui n'a respecté ce plan. Donc c'est un petit élément mais très important. Quand on veut produire les logements dans un pays de liberté, pour être changé et modifié, c'est comme non, il faut laisser, il faut tenir compte des ambitions des uns et des autres. Voilà. Par contre, c'est l'esprit du projet qu'il faut maintenir, mais une œuvre architecturale est faite pour être modifiée en fonction des enjeux, en fonction du temps. Et le coût, dans ce cas, le coût fait comment? Il reste statique ou il modifie
en fonction de ces modifications. Non, c'est-à-dire que hier, quand vous avez acquis un logement, vous êtes chef de service. Aujourd'hui, vous êtes directeur, vous avez d'autres ambitions en termes d'organisation, vous la modifiez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est votre problème. Vous voyez que les cadres supérieurs, il y a combien de directeurs, combien de chefs de service, il y a combien. C'est vrai que vous avez balayé la question de la procédure. À la modification. Jean, ici, vous avez contourné la question sur la procédure d'acquisition. Non, c'est très clair. Le crédit foncier est confronté à un problème. Le crédit foncier, dans son évolution, est maintenant au stade où on veut former des promoteurs privés qui construisent des immeubles locatifs et c'est le loyer qui rembourse le prêt. Mais ça peine pour trouver des Camerounais qui peuvent être des promoteurs et qui respectent les normes et que ça marche. Ça peine. Donc, comme il a dit tout à l'heure le délégué, ces problèmes-là ne peuvent pas se résoudre du tic au tac. Il faut aller progressivement, mais fermement, en maintenant la barre. Alors, on est pratiquement au dernier tour de table là, Olivier Nougan, sur les réformes. Il semble qu'il y a des réformes en cours qui pourraient permettre de répondre aux préoccupations qui sont énoncées. Oui, effectivement, M. Haïti a commencé par aborder le premier point qui est les promoteurs, qui est le cadre des promoteurs. Vous avez aujourd'hui un cadre de promoteurs immobiliers et d'agents immobiliers qui s'appuie effectivement sur la structure du crédit foncier pour mettre à la disposition des populations des logements, comme on a dit tout à l'heure, qui peuvent se loger. Et c'est ce mécanisme qu'on a des difficultés à trouver des promoteurs crédibles, justement. Quand vous voyez la liste des promoteurs immobiliers agréés, ce n'est pas une très longue liste. Il en est de même des agents immobiliers. Et parallèlement, il y a le côté aménagement. Aujourd'hui, la loi est heureusement engagée vers l'accès, vers l'action avec des corps professionnels. C'est-à-dire désormais, c'est les urbanistes qui aménagent. On n'assistera plus à ces parcellaires qui sont réalisés de manière anarchique. Ou à ces immeubles qui s'écroulent. À ces immeubles qui s'écroulent. Et toujours avec l'appui du crédit foncier. Mais, comme il a bien dit, c'est progressivement qu'on va le faire, qu'on aura affaire à des promoteurs crédibles. Et quand les mécanismes seront assez bien huilés, les textes sont en place. J'imagine, Gabin Vagnac, que la première chose que vous allez suggérer, c'est effectivement la bonne gouvernance, notamment la question de la gestion, je veux dire quoi, transparente des fonds qui sont loués à toutes ces entreprises initiées dans le sens de favoriser la construction de logements et le respect du droit au logement et à l'habitat. Oui, disons que la prise de parole de mon voisin de gauche montre à suffisance que les problèmes de décentralisation, les problèmes de gouvernance, en réalité, c'est une vie de l'esprit, ça reste encore une vie de l'esprit. Voyez-vous, il parle en termes de projection. Mais non, il ne s'agit plus de l'État central, du ministère de l'Habitat, de réfléchir sur la fabrication des logements sociaux. C'est les collectivités qui doivent prendre en charge ce travail-là désormais. C'est ça l'avenir. Moi, c'est-à-dire que dans ce plateau, j'ai l'impression qu'on est revenu 20 ans en arrière. On parle, en même temps, on parle de décentralisation, mais les gens tiennent des propos pour montrer qu'on ne veut pas lâcher du zèle. On veut maintenir les choses au niveau du genre central. L'avenir, désormais, c'est qu'il faut confier entièrement l'organisation spatiale aux collectivités territoriales décentralisées. De deux, il faut confier aux collectivités territoriales décentralisées la fabrication du logement, d'aménagement du site, en collaboration avec les expertises de la maïtude, de la SIC, etc. et les professeurs privés. C'est ça l'avenir. Le problème, c'est que, je peux vous dire que c'est la décentralisation, la voie incontournable de notre développement à ce pays-là. Il s'agit de ça. Il s'agit de délocaliser le pouvoir central sur 374 collectivités territoriales décentralisées, de manière à ce que ces gens en phase de réalités locales, factives, puissent développer leurs propres projets avec le soutien de l'État central. C'est-à-dire que le dossier aujourd'hui doit être axé à ce niveau-là. Le logement social aujourd'hui doit être fourni par le maire. C'est le maire qui connaît les besoins. C'est même le maire qui doit donner un logement à un cadre qui vient d'être affecté, public qui vient d'être affecté dans une localité. C'est le maire qui doit participer à l'organisation spatiale. C'est le maire qui doit définir la typologie des matériaux à utiliser dans sa localité en phase avec l'environnement de sa localité. C'est le maire qui doit définir l'architecture, n'est-ce pas, à réaliser dans sa localité pour que tout ceci soit en phase, harmonisé. Voyez-vous, on vient de lancer un plan d'urgence où on prévoit sur les 900 milliards, 50 milliards de francs pour la fabrication de 1000 logements sociaux dans 10 régions du Cameroun. C'est-à-dire 50 millions pour le logement. Voilà une opportunité
où on doit faire la démonstration de ce qu'on peut endogéniser les concepts de développement. On va faire la démonstration de ce qu'on est capable de fabriquer des logements avec nos matériaux locaux, avec une architecture qui cadre avec l'extérieur. Mais voyez-vous, c'est quand même, voilà un projet qui va être implémenté. Au jour d'aujourd'hui, ils vont commencer quelque part. Ensemble. Ça fait quand même, ça fait quand même 50 milliards pour 1000 logements, c'est-à-dire 50 millions de francs le logement. Tout frais compris, c'est-à-dire aménagement, etc. Alors, on va faire comprendre ça à quelques Camerounais et on dit un plan d'urgence. Et je vous rappelle que c'est de l'argent qui est prêté dans les banques locales. C'est-à-dire que voilà une opportunité pour l'État du Cameroun de faire la démonstration de son expertise et de faire la démonstration de ce que, au jour d'aujourd'hui, on va, pour des raisons d'hégémonie, on va taxer les colonisations, on va taxer les bailleurs de fonds, on va taxer l'emploi. Mais ensemble, on a la décentralisation. Possibilité, n'est-ce pas, de réaliser ce qu'on veut avec les les moyens qu'on en a, mais de façon efficiente. Parce qu'il n'est pas possible de démontrer aux Camerounais comment on est capable, en 2015, de fabriquer un logement à 50 millions de francs. Je pense qu'il faut corriger. La décentralisation, ce n'est pas une vue de l'esprit, elle est effective. Si je prends le cas de la ville de Douala, à laquelle je parle. Mais pourquoi vous parlez de logement au ministère? Vous ne devez plus être maître d'ouvrage pour la fabrication de logements. C'est factible le développement. C'est pas des déclarations. On ne peut pas passer du jour au lendemain et transférer directement. On demande déjà à la municipalité de maîtriser déjà sa vie et après on va passer à une autre phase supérieure. Mais pour l'instant, c'est la première étape. C'est la ville qui définit la politique de gestion. Non, pour ça, elle est effective. Et si, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, quand vous voulez des actes dans cette ville de Douala, vous adressez au délégué gouvernement. Oh, ça, ok. Non. C'est un Amadou. C'est trop beau, ce mot. On n'intervient plus dans les procédures de gestion. Non, je voulais dire que je suis d'accord avec l'observation de M. Nouga. En fait, M. Babagnac, personne n'a interdit aux collectivités territoriales décentralisées de réaliser leurs propres opérations. Il n'y a pas un décret à prendre encore. Le code d'urbanisme, qui est là depuis 2004, a tout à fait permis à n'importe laquelle de nos communautés territoriales décentralisées de pouvoir accéder à sa propriété, de pouvoir monter ses propres opérations d'aménagement et d'habitat. Simplement, posons-nous une question. Combien dans ces collectivités-là sont encore à mesure d'instruire? Ils sont déjà, pas encore. Non, sont à mesure d'instruire le permis de bâtir, qui est une prérogative de la collectivité elle-même. Elles n'ont pas les structures ou tout au moins les compétences adéquates. Rien que pour instruire le permis de bâtir. L'État doit les accompagner. S'il vous plaît, c'est une insulte. Je voudrais atténuer. On ne peut plus poser ces questions en termes d'appropriation de compétences. Les collectivités ont la capacité de requérir l'expertise qu'il faut pour leur développement. De l'expert Babagnac, il nous amène peut-être au 22e siècle. Moi, j'ai été récemment au 22e siècle. Mais, parce que là, ce qu'il dit là, le 20e siècle ne peut pas faire ça. Quelles sont les communes qui ont la capacité, la ressource humaine pour concevoir un projet réalisé? Parce que le discours qu'on tient quand on veut recruter quelqu'un, quelle est votre expérience à un jeune? C'est pas sérieux, ne continuez pas à dire des choses. Nous sommes bel et bien au 20e siècle. Mais si vous voulez être émergent, c'est des dispositions à rêver. Non, mais tu parles, tu dis que nous on c'est la même question qu'on pose à un jeune qui veut accéder à un emploi. Vous avez quelle expérience? Vous parlez au nom de quoi? Pour interdire aux autres de ne pas parler au nom des administrations décentralisées. Sur les réformes. Non, je voudrais dire que c'est très simple, mais pas facile à appliquer. Il faut doter les communes, pour aller dans son sens, de la ressource humaine. Combien de mairies au Cameroun ont au moins un ingénieur du génie? Il ne s'agit pas de l'avoir. Vous n'êtes même pas opposé à la décentralisation. Non, pas du tout. Mais lui, il parle comme si... On peut le requérir, il ne s'agit pas de l'avoir dans son personnel. Soyons sérieux. Et commencez par... Écoutez, vous voyez... S'il ne me laisse pas progresser, nous sommes au 20e siècle là. Ce qu'il dit, c'est... Non, c'est pas sérieux. Moi, je pense que si nous voulons que notre pays avance, il n'y a pas de bons ici, des méchants là-bas. C'est une lutte pour le développement. Et cette lutte-là pour le développement, tout le monde veut. Mais à un moment donné... C'est une aspiration, pas une lutte.
disons, C'est La mon lutte, ça terme. renvoie aux choses. Non, mais C'est c'est pas mon c'est un terme. terme Tel dépréciatif. que vous parlez, tout le monde Les sent que populations c'est ne vont pas Bien, bagarrer pour... vous faites comme si c'est une lutte. Merci. Vous n'êtes pas ici pour gagner les élections. Non, Laissez chacun s'exprimer. Merci messieurs, on va s'arrêter là. Je vais juste rappeler que vous avez insisté entre autres, Maître Bounou qui était là a insisté davantage sur le renforcement de l'arsenal juridique. Vous avez évoqué, vous avez dit qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont entreprises. Le renforcement au des ni- capacités aussi. Voilà. Gabin Vavayak a insisté sur la décentralisation qui doit être effective parce qu'il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées prennent effectivement en main un certain nombre de choses. Mais avant de conclure, Duval, s'il te plaît, il ne faut pas sortir comme ça. Moi, je voudrais simplement faire observer une chose. Le chef de l'État est sorti 2 fois pour dire son appui ou l'appui de la République pour l'accès au TIC pour les compatriotes. La première fois, c'était pour les facilités d'importation et d'acquisition des postes d'ordinateurs. La deuxième fois, c'était pour l'accès au TIC. Mais je voudrais simplement m'interroger. Ce que représente cet outil-là par rapport à une propriété pour un Camerounais. Donc, sur le côté logement, je pense qu'il y a aussi des choses qui mériteraient d'être faites. Tout à l'heure, nous avons parlé, mettons même à part l'histoire de la dévaluation et consorts, mais ne serait-ce que la TVA, les multiples autres taxes foncières, c'est des éléments sur lesquels on pourrait quand même demander que la République s'y penche un tout petit peu et que ça puisse permettre aux Camerounais de pouvoir accéder. Déjà sur ce point-là, on aurait vu une réduction qui partirait de 20% sur les produits d'accession à À la Banga propriété. Bakoko et à Olembe, on a construit sans TVA, mais ça n'a pas empêché que 5 ans après qu'il n'y ait pas de Non, 500. mais là, sans vous avez TVA ne un veut pas problème. dire acquérir sans TVA. Non. Ne veut pas dire acquérir sans Je TVA. suis au Donc, niveau de la production, n'est-ce pas? je suis d'accord, mais Hein, je suis au niveau de la l'accession production. aussi. Oui, mais Parce écoutez, que le promoteur mais il faut produire immobilier d'abord avant qui va d'accéder, se mettre c'est-à-dire à qu'il faut vendre ces produire, logements-là, il faut produire. la TVA est exigible. Voilà, D'accord. Et ne serait-ce que sur ce point-là, c'est quelque chose. Bien. Merci messieurs. Fiscalisation. Merci messieurs. Et moi je voudrais peut-être ajouter qu'à côté de tout ce qu'on a dit, il faut peut-être travailler sur la sensibilisation et l'information. Parce qu'on a indiqué tout à l'heure en début d'émission qu'avec les difficultés, enfin qu'entre autres problèmes, entre autres causes des litiges fonciers, c'était la malconnaissance des textes ou bien de la réglementation en vigueur. Il faut donc peut-être travailler davantage sur la sensibilisation et l'information pour que les populations sachent où s'installer, où ne pas s'installer, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on s'installe sur une parcelle de terrain. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Infiniment merci Logon Amadou d'être venu sur le plateau de 237 le débat. C'était tout un plaisir. Merci également à vous d'être venu, Jean-Issy Bessala. C'est moi, pour la première fois, je trouve que c'est très excitant. Merci d'être venu, Gabin Vavayak. Vous avez fait le déplacement à Yaoundé, merci. Merci bien, et tout le plaisir a été le mien d'être ici aujourd'hui pour édifier les Camerounais sur les thématiques d'accès à la propriété et du logement. Merci Olivier Nougan d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous sur cette question. Merci M. Duval, mais je partirai pas sans dire aux populations que la décentralisation est en marche et que dans la ville de Douala, toute occupation du sol passe par une autorisation du délégué du gouvernement. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition 237 de débat. Excellente soirée à vous, au revoir.